Bonjour à tous, je m'appelle Jean Bourbeau et chaque semaine, le balado Urbania vous ouvre les coulisses de nos reportages les plus marquants. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Gabrielle Tremblay-Baillargeon, chef de marque de notre verticale Mollo dédiée au contenu pour les parents. Bonjour. Hello. Et on plonge dans un univers qui, au premier regard, peut déstabiliser, celui des bébés reborn. Des poupées hyper réalistes, fabriquées pour ressembler à s'y méprendre à de vrais nourrissons, texture de peau, veines apparentes, poids calibré, jusqu'aux vêtements qui sont les mêmes que ceux d'un vrai bébé. Souvent, quand je les prends, là, je tape les fesses par instinct. C'est apaisant, c'est calmant et ça rappelle vraiment le poids d'un vrai bébé. Je vais pas commencer à faire semblant d'aller en public, par exemple. Il faut quand même se rappeler que ce sont des poupées. Mais derrière l'objet, il y a surtout une communauté, discrète, où certaines personnes recréent ou prolongent une forme de maternité. On adopte ces poupées, on leur donne un prénom, on les habille, on en prend soin. Une sorte de parentalité rejouée qui vient parfois brouiller les frontières entre le réel et l'imaginaire. Gabrielle est allée à leur rencontre, ici au Québec, pour mieux comprendre ce phénomène. Donc, ma première question, Gabrielle, c'était quoi le déclic qui t'a amené vers ce sujet? Hey, c'est drôle, j'étais dans ta chaise la semaine dernière. Mais voici de l'autre bord pour la première fois de la saison. Avant Noël, un peu, je scrollais sur l'Instagram, le TikTok. Je suis tombée sur une vidéo d'une femme aux États-Unis qui était vraiment en train de devenir virale. Puis elle jouait avec ces poupées reborn-là. J'en avais déjà vu des formats bébés, là, bébés naissants, mettons. Mais là, c'était vraiment des bébés format, ils appelaient ça toddler. Là, fait que, mettons, 2-3 ans, les yeux ouverts, qui avaient l'air super réalistes. Ça faisait quand même peur. Puis elle les amenait dans sa voiture avec elle. Puis elle disait, ce soir, on s'en va au resto, moi puis mes filles. Puis là, t'étais comme, hey, cette femme est une folle ou quoi? Et que là, je suis comme tombée dans un loophole là, où je me suis mis à regarder plein de ces vidéos-là. J'en ai parlé à tout le monde autour de moi. Puis je me suis dit, OK, c'est sûr, ça existe au Québec. Je ne veux pas croire. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches. Puis ouais, je suis tombée sur tous mes intervenants, plein de gens qui en font, qui en collectionnent. Puis oui, il y a une grosse communauté au Québec ici de reborners, ils appellent ça. Puis au départ, tu te situais où dans cet univers? Est-ce que tu étais dans le jugement, la curiosité, une certaine forme de fascination? Ben, je pense que c'est tout ça en même temps, un peu. Tu sais, moi, on dirait, en plus, il y a quelque chose un peu de, comme, peut-être cathartique pour moi avec ce reportage-là, parce que j'ai toujours eu super peur des poupées. Quand j'étais petite, je jouais pas à la poupée. J'ai jamais vraiment aimé ça. J'ai déjà caché mes Barbies qu'on m'avait faites en dessous du lit. Ça me faisait vraiment peur. Et on dirait que quand j'ai découvert ça, ouais, j'avais vraiment une drôle de fascination. Je me disais, non seulement des adultes jouent à leur poupée, en fait, mais ils jouent avec des poupées qui, moi, me font quand même peur. Puis j'ai vraiment voulu... Je pense que j'y allais vraiment dans une posture où je voulais mieux comprendre, tu sais. Puis avoir les commentaires aussi que je lisais en ligne sous toutes ces vidéos-là que je consultais, j'étais pas toute seule à me poser des questions, tu sais, puis j'étais pas toute seule à avoir un espèce de mélange de fascination puis de dégoût, voire, là, ou de peur face à... Fait qu'il y avait comme une partie de toi que c'était comme une démarche, on va dire, personnelle. Ouais. Puis j'imagine que c'était pour, genre, je suis sûrement pas comme la seule à se poser des questions, donc on va servir l'intérêt du public. Oui, puis tu sais, je pense de vouloir mieux comprendre ces personnes-là qui sont dans cette communauté-là, c'est aussi vouloir les aider à, elles, passer un message ou se présenter d'une manière qui, elles, les représente, puis de pas juste les laisser des vidéos comme ça les représenter. Ouais. Puis quand on entre dans un terrain aussi intime, c'est quoi... comment on fait pour, en fond, éviter de tomber dans les pièges du sensationnalisme ou d'avoir un regard qui pourrait être considéré comme voyeur? Ben, je pense que c'est facile là, de tomber dans le voyeurisme, là. Surtout si, par exemple, on est allé chez une collectionneuse qui en a beaucoup là, de bébés chez elle. Juste d'être là puis de tourner des images, c'est sensationnaliste parce que c'est très, très surprenant puis ça saisit beaucoup. Tu sais, juste d'être là, on dirait que c'était saisissant pour nous, mais je le vois même après quand on est en montage à l'écran. Ça surprend énormément, mais je pense que moi et le réalisateur Alex, on avait vraiment cette volonté-là de ne pas faire paraître les collectionneuses ou les gens de la communauté comme justement des folles ou de pas... j'appelle ça l'approche zoo, moi, l'approche que je veux pas. Fait que, tu sais, l'approche... freak show. Freak show, là. Waouh, c'est bien bizarre. Regardez, c'est madame-là. Tu sais, on voulait vraiment pas. Puis c'est quelque chose dont on a discuté avec les intervenantes en amont une fois qu'on les a rencontrées avant le tournage. C'était de vraiment l'important pour nous de leur donner une voix puis de montrer leur hobby tel qu'il est aussi. En même temps, on parle de sensationnalisme. Ça reste que c'est ça que c'est. C'est quand même des madames qui jouent à la poupée, donc on peut pas édulcorer ça. Mais on a essayé de faire le plus attention possible. J'espère qu'on a réussi. Puis cette dame-là, elle a quand même un regard qui est profondément lucide sur sa pratique. Oui. Elle n'a pas des propos qui sont, du moins dans ce que j'ai vu, qui sont, on va dire, un peu décalés comme les Reborn pourraient comme pousser à avoir.
Ouais. Je trouve qu'il y avait quand même une certaine analyse de sa propre pratique qui humanisait, dans le fond, quelque chose qu'on pourrait faire juste quelque chose de marginal. C'est sûr que ce que je ne fais pas, c'est tout ce qui amènerait à du gaspillage, entre guillemets. Si on prépare un biberon de lait, j'ai déjà entendu des reportages où disaient par exemple des personnes qui veulent absolument avoir une place chez le médecin ou une place en garderie. Ça n'aurait aucun sens, évidemment. Il faut quand même se rappeler que ce sont des poupées. Ben oui, c'est pour ça aussi que je l'ai choisie comme intervenante. Je pense que dès la première rencontre avec elle, qu'on a eu une entrevue en visioconférence, là, un peu avant les fêtes, tout de suite, je savais que c'était la bonne personne parce qu'elle avait un discours tellement, c'est ça, lucide sur son hobby. Puis, elle dit, je sais que c'est des poupées, c'est juste, ça me fait du bien, j'aime ça. Je sais que les gens ont des préjugés, ça me dérange pas. Puis c'était très rafraîchissant, je pense, surtout au vu des commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'avoir quelqu'un qui a une telle lucidité par rapport à son hobby, puis qui est très au courant de ce que les gens pensent, puis qui s'en fout, dans le fond. Puis comment ça s'est fait, le casting? Est-ce que vous avez essuyé des refus? Est-ce que les gens étaient méfiants de justement se confier à un média, puis après ça, d'avoir peur de recevoir comme une espèce de vague de commentaires peu élogieux? Non, étonnamment, tout le monde était vraiment willing de participer, puis je pense que la communauté, justement, a cette envie-là de reprendre un peu le narratif, là, puis de se remettre en ligne, puis de démocratiser ce hobby-là. C'est une communauté qui est principalement en ligne aussi. Là. Donc, c'est quand même des cas isolés. Là. Il y en a beaucoup au Québec, mais il n'y en a pas non plus des millions. Là. Donc, c'est beaucoup des gens qui vont se retrouver en ligne sur des groupes Facebook, par exemple, des pages Instagram, puis qui communiquent beaucoup entre elles en s'envoyant des photos, en écrivant sur les groupes. Donc, qui ont peu d'occasion aussi de se rencontrer en vrai. Donc, je pense que ça leur fait du bien d'avoir une visibilité, puis de sortir de ces espaces clos-là un peu. Que sont souvent des groupes Facebook, là, par exemple. Ouais. Mais quand on parle de sortir de ces groupes ou d'aller chercher la visibilité, je me rappelle que quand notre collègue Salomé, elle a fait un reportage là, sur les ABDL, là, les Adult Baby Diaper Lover, ça l'a un peu... Pas que ça l'a dégénéré, sauf qu'il y a eu beaucoup d'échos négatifs. Shout-out à Cube Radio, mais vous, pendant votre reportage, est-ce que vous pensiez à ça, comme essayer de protéger vos intervenants contre les mauvaises langues? Ben oui, c'est sûr que là, on s'en parle aujourd'hui, le Micromag n'est pas encore sorti, mais c'est sûr qu'on veut assurer quand même une veille des commentaires sur les réseaux sociaux. On s'attend à ce qu'il y en ait. Là. Je veux dire, nous aussi, on est lucide. On s'attend à ce que... Mais tu sais, on s'attend à ce qu'il y ait des mauvais commentaires ou du jugement, mais je pense que les gens de la communauté sont habitués à ces commentaires-là, à quelque part, malheureusement, parce qu'il y en a sur toutes leurs vidéos, toutes leurs photos. Il y en a qui ont des comptes Instagram... pas privés, là, ouverts à tous, où ils publient des photos de leur reborn habillés avec des petits kits, là, mettons, ou qui font des activités, ou même il y a des groupes de mamans reborneuses qui vont faire des sorties ensemble, là, par exemple, ils vont aller aux pommes avec leur bébé, prendre des photos, ils vont publier ça sur les réseaux sociaux, pas juste dans leur groupe privé, puis ils vont en avoir des mauvais commentaires, là. Donc, elles aussi, les gens de la communauté nous ont dit, ben nous, on sait c'est quoi les commentaires, on les a lus, on s'attend à ce qu'il y en ait, mais nous, notre travail, c'est aussi de présenter le sujet, là. Puis, en fréquentant cette communauté, comment est-ce que ton regard personnel, lui, a évolué? Ben, je pense que, comme d'habitude, j'ai trouvé un take féministe sur le sujet. Pour vrai, moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai parlé à une sociologue aussi qui est dans le reportage, qui a fait son doctorat sur les bébés reborn. Elle est basée à Winnipeg, donc on l'a rencontrée à distance. C'est essentiellement une poupée très réaliste. C'est des poupées de vinyle ou silicone fait à la main, alors ça peut quand même coûter assez cher. Et puis, c'est pas pour les enfants, ça vient vraiment de la communauté de modification de poupées et de création de poupées. Et à ce point-là, on disait « reborn » comme bébé au lieu de poupée. Puis elle m'a raconté quelque chose de super intéressant qui fait quoi? Est-ce que une créatrice de Reborn qu'on a rencontrée dans le reportage dit aussi qu'au final, on juge beaucoup les femmes qui jouent à la poupée parce que c'est des femmes qui jouent à la poupée, mais il y a beaucoup moins de jugement autour des garçons qui construisent des Legos ou qui collectionnent les petites voitures à monter, là, je sais pas, les modèles de réduits de voitures. On va avoir beaucoup moins de jugement ou de questions face à ces hobbies-là que face à un hobby comme jouer à la poupée à l'âge adulte pour les femmes. Donc, il y a peut-être une notion de double standard aussi là-dedans. Moi, ça m'a beaucoup éclairée. Ça m'a fait remettre en question aussi mes propres préjugés, puis peut-être mon sexisme internalisé. Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'hommes dans le reportage. Non, on n'a pas réussi à en trouver. Ouais, parce que, premièrement, la sociologue, il y a juste une seule personne qui a fait un doctorat, sans doute, au Canada sur le sujet. Là. Des collectionneurs, il n'y en a pas vraiment. Ouais. Des fabricants qui ne sont pas des femmes de poupées reborn, parce qu'au Québec, il y en a quelques-unes, c'est toutes des femmes.
Ouais, il y a très peu d'hommes dans cette Mais communauté-là. ça, dans le fond, ça veut dire que la communauté, ben pas la communauté, mais la pratique Reborn, tu sais, est inhérente à la maternité. Penses-tu? Je sais pas, mais ça donne un peu cette impression-là. Je prends ma petite gorgée d'eau. Je sais pas, pour vrai. Je pense que c'est inhérent peut-être à la socialisation aux femmes. Parce que c'est pas toutes des mères non plus qui vont jouer avec des poupées. Il y en a qui sont des mères, qui ont des enfants comme Michaela qu'on rencontre dans le reportage. Elle a 2 enfants, je crois. Donc, elle a déjà eu des vrais bébés. Là, c'est vraiment... Mais il y en a beaucoup qui ont des reborn, qui jouent avec des reborn, qui en ont pas eu d'enfants. Donc, je sais pas si ça a vraiment un rapport avec la maternité. C'est pas nécessairement, je pense, de jouer à être mère, mais peut-être plus de jouer avec un bébé. C'est quand même une différence. Tu sais, moi, en tant que mère, mettons, c'est vraiment différent de jouer avec une poupée. Je le vois, moi, ma fille, elle aime ça jouer avec des poupées. Là. Le fun, c'est des habiller et des placer à des endroits. Là. Tu sais, pour moi, être mère, c'est pas habiller mon enfant pour le placer à un endroit. Là. C'est la charge est beaucoup plus lourde. Mais justement, tu sais, les 2 femmes qu'on rencontre dans le reportage sont mères. Tu es mère. Ouais. Est-ce que ça change ta manière de percevoir leur démarche? Est-ce que tu la comprends un peu plus? Moi, j'ai jamais aimé les bébés tant, là. Comme même quand ma fille était bébé, la phase nouveau-né, c'était pas mon préféré. Quand mes amis ont des bébés, là, les premiers mois, ils sont comme, tu sais, mon bébé, ça me tente pas tout le temps, ça me stresse un peu. On dirait, je sais pas trop quoi faire avec ça. Tu sais, les bébés, ça dort beaucoup aussi, là, quand ça pleure pas. Non, je pense que c'est ça. Je pense que pour moi, les reborn, vraiment les plus petits, là, le classique reborn, là, si on peut dire, celui qui fait dodo, là, c'est lié, ouais, à une forme de maternité qui est tellement courte aussi. Là. Tu sais, la phase reborn, quand t'es mère, c'est une vraiment... fenêtre, là, genre un bébé tout petit. naissant. Puis je comprends que certaines personnes peuvent avoir aussi une nostalgie de leur bébé quand il était si petit, parce que là, mettons, moi, ma fille va avoir 5 ans, puis je regarde, puis je suis comme, oh my God, voyant que je l'ai portée dans ma bedaine, elle est rendue tellement grande, tu sais. Mais non, c'est ça, je trouve que c'est tellement une époque de ta maternité qui est courte, puis finalement, pour moi, c'est pas tant lié à la maternité. OK. C'est lié à l'expérience d'un bébé. Puis c'est vrai qu'avoir un petit bébé qui dort sur toi, c'est tellement fragile puis spécial, tu sais. Mais pour moi, c'est vraiment pas lié... C'est étonnamment pas lié à la maternité, ouais. Okay. Puis est-ce que tu dirais que ça peut venir combler quelque chose qui est difficile à nommer? Hey, grosse question. Parce qu'il y a comme un peu quelque chose de l'ordre de l'indicible, de comme genre justement cette relation-là, on va dire pas dans la nostalgie, mais cette relation-là, cette fenêtre perdue dans ma maternité, je veux la retrouver d'une manière, on va dire, artificielle, mais ça m'appartient, ça, puis ça fait partie comme d'une volonté presque secrète que j'entretiens. Ça donnait un peu cette impression-là. Mais tu sais quoi, là, tu m'en parles, puis ça me fait penser à quelque chose, OK? Mettons, quand ton enfant naît, OK, les premières semaines de vie, là, je sais que toi, t'as pas d'enfant, mais tu connais des gens qui en ont, mais c'est vraiment intense, là. Comme, t'as pas le temps, tu sais, les gens sont comme, profites-en, ça passe vite, mais t'en profites pas du tout, là. Premièrement, si t'es postpartum, si t'as accouché, là, comme, des fois, t'as une césarienne, t'as des complications, t'as des problèmes physiques là, différents. Des fois, tu peux pas être debout, tu peux pas marcher. En tout cas, tu te remets physiquement d'une très grande aventure. T'es aussi très fatigué, t'es dépassé. C'est vraiment overwhelming comme moment. Puis aussi, si c'est ton premier, t'es comme « OK, c'est ça! » Tu sais, t'es un peu sa panique. Là. Fait que je pense que peut-être d'avoir un reborn aussi, ça te permet de revivre ce moment-là dont t'as clairement pas profité, mais de manière plus calme et posée, puis surtout, t'as pas l'aspect, ton bébé te réveille à 2 h du matin, à 4 h du matin, à 5 h du matin, en pleurant, puis t'es pas fatigué, tu peux juste profiter justement du fait qu'un bébé dort dans tes bras. Peut-être que oui, ça nourrit ce besoin-là de limite réparer certains traumas. Puis on voit dans le reportage, il y a tout cet aspect maternité, parentalité, mais il y a aussi tout l'aspect, on va dire, plus thérapeutique. Ouais. Qu'on voit, tu sais, que ça peut venir combler des moments de deuil, d'anxiété, de syndrome du nid vide qu'on apprend, que dans le fond, c'est quand les enfants quittent le berceau familial. Il y a aussi en CHSLD, des jeunes de la DPJ. Bref, tu sais, l'utilisation, comme tu peux nous expliquer, est plus vaste que juste comme collectionner des poupées qui ressemblent à des bébés. Oui, bien là, on parle juste de maternité puis de collection, mais c'est ça qui est le fun avec le reportage aussi, c'est qu'on a découvert tout un autre pan des utilisations du bébé reborn. Je pense qu'il commence même à se développer au Québec depuis quelques années, là, depuis très peu de temps. J'ai l'impression que tous les reportages qui ont été faits sur les bébés reborn
depuis 10 ans, peut-être au Québec, c'est beaucoup axé sur cette espèce d'affaire-là là, de deuil périnatal ou de collection, d'apaisement d'anxiété. Mais oui, ça a été même prouvé dans plusieurs études là, que les personnes âgées, surtout en CHSLD, peuvent être apaisées par la présence de poupées. Même, il y en a qui savent que c'est des poupées, il y en a qui ne savent pas, mais ça leur fait juste du bien d'avoir un bébé, d'adult therapy, ils appellent ça. Il y a aussi des utilités pour l'enseignement, là, donc le cégep de Victoriaville, qui sont les premiers dans le département de techniques d'éducation à l'enfance à avoir des poupées reborn pour enseigner à leurs étudiantes comment tenir un bébé correctement, comment faire des soins au bébé, parce qu'avant, ils utilisaient des toutous, ce qui était moins réaliste, surtout au niveau du poids aussi. De ce qu'on sait, on serait les premiers à s'être procuré ce type de poupée. C'est une ancienne étudiante qui confectionne les poupées reborn. Donc, lorsqu'on a eu une subvention du gouvernement pour pouvoir se procurer du matériel supplémentaire, bien, une collègue nous a parlé de cette opportunité qu'on pourrait se procurer les poupées reborn. Ce serait quoi ton réflexe quand son visage est plus neutre? Essayer de la faire sourire. Il y a dans les séries télévisées, il y a dans Stat, apparemment, les bébés que vous voyez sont des poupées reborn. Donc, ça évite aussi peut-être des problèmes de tournage. Avec un bébé qui pleure pendant la take. Puis, dans le reportage, il y a quand même un aspect important sur le réalisme des poupées, des bébés reborn. Il y a des imperfections, il y en a qui ont des problèmes, mettons peut-être gastriques, des cicatrices. Ils ont une imperfection qui est, on va dire, propre à l'humain. Ouais, tu peux leur faire un bec de lièvre. Ouais, bon. Tu peux les commander sur mesure avec le handicap que tu Mais veux. qu'est-ce que ça dit sur notre rapport au réel? Il y a vraiment des réflexions. En ligne, ils parlent beaucoup du phénomène de la Uncanny Valley. Là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est... Les bébés reborn, ça exemplifie vraiment ça. Donc, c'est quelque chose qui a l'air vraiment réel, mais qui n'est pas réel. Puis ça te fait le sentiment qui est causé par ça, c'est vraiment l'étrangeté un peu. Puis la peur, l'inquiétante étrangeté un peu, oui. Puis là, ces bébés-là font un peu cet effet-là aux gens. Puis je pense que c'est pour ça que certains les adorent, mais que la plupart des gens, surtout en ligne, vont être peut-être un peu rebutés par ça. Puis, je sais pas, moi, en tout cas, avant, j'avais juste vu des vidéos de poupées reborn, puis ça me faisait beaucoup ce sentiment-là, justement, de l'inquiétante étrangeté. Puis on dirait qu'en les voyant en vrai, ça fait un peu moins cet effet-là, parce que, tu sais, c'est pas il respire pas, ce bébé-là. Il est pas comme... tu sais, un vrai bébé, il va bouger un peu. Tu vois, même s'il dort dur, là, il y a comme des petits mouvements, sa peau est chaude, alors que là, tu vois bien que c'est une poupée. On dirait qu'en vrai, c'est beaucoup moins effrayant. Je pense que l'Internet a grossi un peu cet effet-là, ouais. Puis, je pense qu'il y avait une des volontés de votre tournage, c'est de trouver un rassemblement. Ah oui, j'aurais aimé ça. Mais ça n'a pas eu lieu parce que dans le fond, il n'y en avait pas dans la période de tournage. L'hiver, il y en a très peu. OK. De ce que je comprends, c'est plus l'été. En mai, habituellement, il va avoir pas un festival, là, mais un... Get together? Non. Ça ressemble à quoi, les gens un vont... salon. Il y a un salon des Reborn, mais je ne sais pas si cette année, ça va avoir lieu encore. Puis c'est fin mai, donc ça a donné pas avec notre date de tournage. Puis c'est ça, les Reborners, là, des fois, ils se voient 1-2 fois par année. Souvent, c'est la sortie annuelle aux pommes. Ça aussi, c'était pas dans nos temps, mais il y en a quand même assez peu, ouais. Puis, dirais-tu qu'il y a un moment dans le tournage où est-ce que tu as été touchée, Gabrielle? Tu as laissé tomber ton malaise initial, puis là, tu étais comme émue. Ben, je l'ai laissé tomber quand même rapidement, mon malaise initial, mais ben oui, quand tu allais chez Michaela, la collectionneuse, là, j'ai trouvé ça touchant. Premièrement, qu'elle se montre, tu sais, c'est vraiment courageux de sa part, puis c'est beau, je trouve qu'elle nous a accordé sa confiance, qu'elle s'est montrée vulnérable avec nous, qu'elle nous a présenté toute sa petite collection, puis je voyais vraiment son attachement émotif envers ces jouets-là, tu sais, puis je pense qu'on a tous des attachements à certains objets, là, donc on peut tous relate à ça. Ça m'a quand même, ça m'a touché beaucoup sa vulnérabilité, puis tu sais, je la sentais nerveuse aussi parce qu'elle voulait vraiment le faire, puis elle dit dans le reportage, c'était important pour elle de démocratiser, puis de montrer sa passion au grand jour, puis de plus se cacher avec son hobby, mais on voyait que ça la stressait un peu, puis j'ai vraiment apprécié ça. Ouais, ça m'a touché qu'elle nous accorde sa confiance, puis je pense que comme journaliste, c'est toujours le fun quand on sent que quelqu'un passe par-dessus sa propre peur pour les biens du reportage, quand en fait, ils n'ont pas tout le temps quelque chose à y gagner, je veux dire, on les paye pas. Donc c'est gentil, puis c'est apprécié. Merci, Gabrielle. Si vous n'avez pas encore eu la chance de regarder le reportage, je vous invite à le faire. Le lien est dans la description. C'est très bon. Merci pour ton temps. Merci, Rafi, derrière la console. Si vous avez aimé l'épisode, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour plus d'histoires et de rencontres, suivez aussi le Micromag d'Urbania.
La semaine prochaine, on s'attaque à une rumeur qui circule dans les corridors. Notre nouveau boss, Jean-Philippe Cipriani, aurait le nombril percé. Mythe ou réalité? Soyez des nôtres. Wow. On va voir.